Bonjour à tous, c'est avec beaucoup de plaisir que j'ai l'occasion de vous retrouver aujourd'hui pour une communication en plein air. Alors le thème d'aujourd'hui est tout à fait d'actualité, comme vous pourrez le constater. Aliénation, totalitarisme, génocide, une analyse philosophique du mal. Alors tout d'abord, qu'est-ce que le mal? C'est un vaste sujet très philosophique. Et donc, vous avez peut-être remarqué que dans votre cursus éducatif, qu'il s'agisse notamment de l'école, la question du mal n'est pas toujours abordée, me semble-t-il. En tout cas, si elle l'est pas suffisamment avec une telle acuité que lorsque vous grandissez, lorsque vous mûrissez, lorsque vous arrivez dans la vie active, vous avez une conscience tout à fait aiguë et précise de ce qu'est le mal. Et bien sûr que vous avez une éducation avec des règles de bienséance ou une éthique, une morale, bien sûr. Mais le mal, ce qu'on pourrait considérer comme le mal, peut-être pas le mal absolu, mais le mal vraiment dans sa dimension terrible. On n'a pas forcément une notion de ce que peut être le mal en fait. Alors comment peut-on le définir? Moi je le définirais d'abord par l'absence de recherche d'harmonie. Donc il est évident que l'être humain quand il vit, quand il répond à quelques défis, lorsqu'il a de l'ambition, ou lorsqu'il y a la question de l'ego qui intervient, s'il s'agit d'un ego qui est en quelque sorte mise à mal, il y a toujours la notion de comparaison qui intervient. Et je ne sais pas si vous vous rendez compte, mais cette question de la comparaison, elle est obsessionnelle chez beaucoup d'êtres humains. Quand je dis obsessionnelle, est-ce que la voiture de mon voisin est plus belle que la mienne? Est-ce que la maison de mon voisin est plus belle que la mienne? Est-ce que la profession de mon cousin est plus honorable que la mienne? Ou est-ce que c'est la mienne qui est plus honorable que la sienne? Et puis on fait des comparaisons sans cesse pour des questions d'argent, pour des questions même des choses qui peuvent sembler tout à fait anecdotiques deviennent importantes, deviennent réellement importantes. On peut envier quelqu'un par rapport à son sens de l'humour, on peut fantasmer sur quelqu'un ou sur une personne par rapport à sa beauté, et en même temps la détester, et en même temps l'aimer, et tout cela, toute cette tous ces sentiments contradictoires peuvent donner lieu à un cocktail qui se matérialise par une envie de nuire. Quelquefois, je ne sais pas si vous avez entendu parler du film Le Fan avec Wesley Snipes et Robert De Niro. C'est en fait un joueur de baseball très connu, interprété par Wesley Snipes, qui est un fan, peut-être que c'est son fan numéro un, et qui se met à vouloir régenter sa vie, sans qu'ils aient eu l'occasion pour autant de se rencontrer, mais il connaît tout de la vie de son champion. Alors évidemment, il l'idéalise, mais il voudrait intervenir. Oui, et donc ce fan, interprété par Robert De Niro, fantasme complètement sur son joueur préféré. Alors quand je dis qu'il se met à intervenir dans sa vie, oui, il veut régenter sa vie et puis ça se termine pas forcément bien. En tout cas, ça devient très compliqué. C'est un film que je n'ai pas vu, mais dont je connais un peu le script et je connais un peu la problématique qui est développée. Alors le mal, oui, ça peut être cette fascination morbide que nous avons pour les gens, qui peut se transformer en obsession et qui peut se transformer en jalousie, et en volonté de nuire. Et dans ce qu'on appelle dans les différentes formes de nuisance, que ce soit agression physique, que ce soit les divers sabotages, meurtres ou agressions de type plus sophistiqué, effectivement, cette notion du mal, elle est très présente puisqu'elle amène très facilement le passage à l'acte. Donc, et évidemment, qu'est-ce qui motive ça? C'est la haine. Alors la haine, comme je le disais tout à l'heure, est provoquée par quelque chose d'obsessionnel, un sentiment obsessionnel qu'on peut vouer à l'égard de quelqu'un, à l'égard d'une communauté.
Donc le mépris, la jalousie, le mépris quelquefois est une jalousie déguisée, hein, il ne faut pas se méprendre là-dessus. Et à partir du moment où on empêche la personne d'évoluer, d'évoluer dans sa vie, à partir du moment où ça va jusqu'au sabotage ou au meurtre, bah, il est évident que cette haine provient d'un sentiment peut-être de jalousie et de sensation de ne pas être à la hauteur. Je me compare aux autres, et pour faire en sorte que cette flamboyance qu'on peut détecter chez autrui peut être pour nous l'occasion de vouloir nuire à la personne, pour amoindrir un peu son talent, amoindrir sa réputation, et de ce faisant, bah, ça nous permet de nous rehausser de nous. Et si on n'arrive pas à nos fins avec des petits sabotages, on peut aller plus loin. Et effectivement, le mal, c'est à la fois le sentiment que nous éprouvons de jalousie, d'envie de nuire, et puis c'est ce sentiment. Mais le mal, c'est aussi le passage à l'acte qui suit la pensée négative et le fait qu'on est vraiment attaché à cette pensée. Donc volonté de nuire, passage à l'acte. Bah, le mal, c'est aussi ça. Alors les gens qui sont un peu dans des postures plus théologiques, ou je dirais plus spirituelles, diront, et ils auront certainement raison, que le mal, la personne qui pratique le mal s'attache aussi des entités spirituelles malfaisantes, forcément. Et donc volontairement ou involontairement d'ailleurs, il y a des gens qui n'ont aucune croyance en quoi que ce soit, mais qui sont fondamentalement méchants, et sans s'en rendre compte, diront les personnes qui ont une spiritualité, et la majeure partie des êtres humains ont une spiritualité, quelle qu'elle soit hein, d'ailleurs, et ben, ces personnes méchantes, bien qu'étant fondamentalement matérialistes, peuvent voir s'attacher à elles des entités spirituelles foncièrement négatives qui vont les aider en quelque sorte, ou les influencer pour qu'elles persévèrent dans la méchanceté, et pourquoi pas qu'on en arrive au passage à l'acte. Alors voilà un peu comment je définis d'une façon très très rapide le mal. Je n'ai pas fini, oui, parce qu'il y a aussi quelque chose d'actualité, il y a aussi l'actualité qui nous rattrape et à laquelle il faut bien se faire référence. Le mal, ça peut être aussi l'ivresse de la puissance. Parce que souvent, on imagine que les gens qui pratiquent le mal sont des gens qui sont en quelque sorte frappés d'impuissance, qui sont en quelque sorte des envieux, des personnes malhonnêtes, des personnes ratées en quelque sorte. Mais il y a aussi l'ivresse de puissance. C'est-à-dire, on peut, comment dirais-je, avoir atteint une telle puissance, et d'ailleurs, on se pose la question de savoir comment est-il possible d'atteindre une puissance qui soit telle qu'on peut intervenir dans les affaires du monde de façon radicale partout à la fois, enfin quand je dis partout à la fois, sur différents théâtres d'opération, en exerçant une influence à travers un certain nombre de connivences, et bien sûr l'argent est un moyen de pression énorme, et plus on a d'argent, si on a beaucoup d'argent et qu'on a des intentions malfaisantes, si on arrive à tisser un réseau suffisamment dense nous permettant de nuire, d'influencer, etc. Et en plus de faire notre propre promotion avec une publicité sur notre action qui sera à l'inverse de nos ambitions malsaines, effectivement, là, on a atteint un degré de puissance, et ce degré de puissance peut manquer de contre-pouvoir, enfin, il ne s'agit pas de contre-pouvoir, mais manquer d'une éthique, d'une morale qui pourrait contrebalancer cette puissance et faire de nous des personnes bienveillantes qui répandraient la paix sur Terre. Mais si à l'inverse, un degré de puissance dans différents domaines économiques et des domaines qui peuvent être mixtes, qui ont trait à l'économie, je dis n'importe quoi, à la santé par exemple, au hasard, hein, et effectivement, si on est malveillant, si on a beaucoup d'argent, et si on a les moyens de faire sa promotion à travers différents canaux de diffusion de l'information ou de la désinformation, là effectivement on peut en arriver à une politique cruelle, dangereuse, basée sur la rapacité financière, sur la volonté de puissance, et pourquoi pas
une politique qui peut s'accompagner d'une volonté de génocide aussi. Donc oui, je parlais donc de malveillance. Le nazisme, c'est un exemple, mais bien sûr, il y en a d'autres. Hein. Si la colonisation, l'impérialisme a pu être possible, c'est parce qu'il y avait aussi une propagande qui permettait à une politique malveillante, génocidaire, faite de rapacité, d'opérer. Et ça veut dire que l'ensemble de la population du pays impérialiste était fanatisée ou induise en erreur plutôt, et pensait qu'il s'agissait d'une œuvre destinée à apporter la civilisation, les bienfaits de la civilisation, de la technique. Et là encore, par exemple, la santé était mise aussi à contribution. On allait conquérir des territoires pour soigner les gens, en partant du principe que ces gens, depuis des millénaires, n'auraient pas pu par eux-mêmes avoir des systèmes de santé efficaces. Donc, de tout temps, nous avons connu ces différentes propagandes destinées à malmener les gens, à les exploiter. Maintenant, d'un point de vue individuel, ce qu'on appelle la personnalité narcissique sont aussi des personnes qui peuvent être dans notre entourage ou dans notre milieu professionnel ou dans différents cercles, être extrêmement nuisibles, et ce ne sont pas forcément des personnes qui ont une grande autorité de toute façon, mais qui aussi ont une logique selon laquelle elles ont tous les droits, et vous n'avez que des devoirs envers ces personnes, et ce qui caractérise ces personnes, c'est aussi l'absence totale d'empathie. Absence totale d'empathie, absence totale de remords et de considération de l'autre. L'autre étant vu comme un objet. Alors, les proies des personnes malveillantes, comme je le disais, c'est vous, c'est moi, c'est nous. Mais il y a comment dirais-je, des attitudes, des visions du monde qui favorisent cette malveillance. Je prends un exemple tout simple. Le matérialisme, le fait d'être complètement aliéné par rapport à tout ce qui est matériel, ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas avoir d'ambition, c'est pas du tout ça dont je parle. Je parle de la question du matérialisme. À partir du moment où nous considérons les biens matériels comme des jouets, si un pouvoir politique nous dit pour continuer à jouer, et ce faisant, le pouvoir politique nous infantilise. Pour continuer à jouer avec tous les jouets que vous avez acquis, vous devriez vous plier à telle ou telle règle honteuse. Vous allez le faire parce que vous n'avez aucune éthique en dehors du fait de continuer à jouer avec les différents instruments que vous avez acquis durant votre carrière professionnelle. Et qu'il s'agisse on peut donner l'exemple par exemple des vacances. Il y a des gens, si vous êtes prêt à marcher sur des cadavres pour partir en vacances et que vous n'avez aucune autre éthique et que c'est le chacun pour soi, ça veut dire que déjà il y a un défaut au niveau de comment dirais-je, quand je dis vous, ça peut être moi, hein. Je me mets volontiers dans le lot. Si nous n'avons qu'une éthique que celle de métro, boulot, dodo, donc je vais travailler, je donne le meilleur de moi-même à mon travail, ensuite je dors, et j'espère bien profiter du salaire que je reçois en retour de mon travail pour partir en vacances. Et si je dois marcher sur des cadavres pour partir en vacances, je m'en fous, c'est pas des gens de ma famille. Moi, je veux pouvoir vivre comme avant. Il est clair que ce matérialisme et ce manque de valeur éthique, ce manque de spiritualité ou ce manque de valeur morale va faire en sorte que vous serez corruptible et que vous serez victime d'un système oppressif. Parce que vous passerez par toutes les compromissions pourvu qu'elles soient légales, pourvu qu'elles soient avalisées par la loi, validées par la loi. Donc vous êtes un robot efficace, mais qui est sans âme. Et quand je dis vous, ça peut être moi, parce que dans la société moderne, nous fonctionnons comme des machines. Ce n'est pas pour rien que le philosophe Lamétrie avait publié au XVIIIe ou XVIIe siècle l'homme, une machine. Voilà, donc ça veut dire que la volonté de transformer les êtres humains en machines obéissantes et sans âme ne date pas d'hier.
Qu'est-ce qui fait en sorte qu'on peut être fragile face à un système oppressif ou par des individus malveillants, hein, de notre entourage qui nous manipulent? C'est la superficialité. Mais la superficialité va de pair avec le matérialisme. Être superficiel, c'est être léger. Donc dans certaines philosophies, on nous dit qu'il faut être léger, mais ce n'est pas la même légèreté. C'est la légèreté de l'esprit qui, comme la plume, peut s'envoler et ne pas être sujette aux pesanteurs de la vie terrestre et matérielle. Sauf que là, je parle d'une légèreté qui est la légèreté des personnes snobs et superficielles. Et c'est sûr que ces personnes-là, si on leur enlève leur jouet, si on leur enlève leur niveau de vie, elles ne sont plus rien. Et ce snobisme et cette absence de profondeur de l'esprit fait en sorte qu'on peut rentrer aussi dans certaines compromissions. L'ambition aussi, si on est ambitieux, l'ambition en elle-même est une qualité. Mais quand on dit d'une personne, oui, lui, c'est un ambitieux, ça veut dire que la personne a mis l'ambition au centre de sa vie. Mais il est évident que l'ambition est forcément de qualité. Mais lorsque c'est le critère essentiel qui rythme et qui dirige notre vie, là aussi nous pouvons participer à des systèmes oppressifs par ambition, parce que nous avons un besoin de reconnaissance. Et tout cela engendre la corruption. Et la corruption, l'ambition, fait en sorte que des personnes ordinaires participent à un système oppressif. Simplement parce qu'elles veulent être reconnues, elles veulent être dans la norme, et elles ne veulent pas perdre leur statut. Et voilà. Alors, autre sujet aussi qui fait en sorte que, autre, comment dirais-je, notion, ou autre sujet qui fait en sorte qu'on peut être victime de la malveillance ou de la méchanceté, c'est l'amnésie. Je ne parle pas de l'amnésie pathologique, de l'amnésie des gens qui, après un accident, perdent la mémoire. Je parle de ne pas avoir un rapport à la mémoire. Par exemple, si je me mets... Alors, j'ai beaucoup parlé du citoyen. Je vais parler aussi dans les relations interpersonnelles. Si vous fréquentez quelqu'un et que cette personne vous fait du mal et qu'à chaque fois vous passez l'éponge, vous êtes amnésique. Il y a bien un moment où vous vous dites que cette personne est malveillante et vous ne pouvez pas pardonner éternellement. Au bout d'un moment, vous êtes bien obligé de tirer les conclusions. Nous vivons dans un monde où les médias favorisent cette amnésie collective. C'est-à-dire que ce qui s'est passé il y a 6 mois, souvent dans le pays ou un événement international d'une grande importance, nous l'avons oublié, parce qu'on nous dit toujours qu'il faut passer à autre chose et que de toute façon les médias entretiennent les émotions du moment. Si nous avons un rapport au passé, c'est pour ça que la profession d'historien, pour ceux qui l'exercent, est essentielle, parce que l'historien nous dit, dans le passé il s'est passé telle ou telle chose. Et si aujourd'hui nous portons un regard sur le présent et que nous disons, mais tiens, ça ressemble à tel événement d'importance qui s'est passé dans l'histoire. Certes, ce n'est pas identique, mais nous avons des points de repère. Mais une personne qui n'a pas cette culture générale historique, elle n'aura jamais de point de comparaison. Et elle est forcément fragile et elle peut être manipulée, exploitée et même détruite sans qu'elle puisse s'en rendre compte. Maintenant, comment éviter de se trouver dans les mains des méchants et des méchantes et devenir leur jouet? Comment éviter ça? C'est l'indépendance de l'esprit. Et l'indépendance de l'esprit, ça nous donne quoi? Ça nous donne la protection contre l'aliénation et la soumission. Et c'est ainsi qu'il existe des personnes qui sont des personnes ordinaires, quelquefois des personnes extraordinaires, mais très souvent des personnes ordinaires qui sont des esprits libres. Avoir un esprit libre, c'est être capable d'analyser les phénomènes en fonction de ses propres intérêts. Et je dirais que c'est bien d'être un esprit libre en étant en même temps solidaire des autres.
Parce qu'un esprit libre qui ne verrait que ses propres intérêts, je ne sais pas si c'est un esprit libre. Un esprit libre, c'est quelqu'un qui peut analyser les phénomènes sans être, comment dirais-je, faible, sans être vulnérable face à différentes propagandes ou différents artifices qui, dans la vie, alors propagande étatique par exemple, et des personnes qui aussi savent contrecarrer les manœuvres des personnalités narcissiques qu'on peut rencontrer aussi dans la vie courante. La libre pensée, c'est la capacité d'aller chercher du savoir un peu partout, tout en ayant bien sûr une éthique. Et bien sûr, l'esprit libre n'est pas forcément quelqu'un qui est complètement affranchi de toute identité culturelle précise. C'est d'ailleurs la philosophe Simone Weil qui disait que les communautés sont bénéfiques à l'être humain parce qu'elles lui permettent d'avoir un background précis, une sécurité, etc. Donc nous vivons dans un monde où les relations interculturelles existent et où, sous prétexte que ces relations interculturelles sont quelque chose de tout à fait naturel, puisque la Terre appartient à tout le monde, mais les communautés permettent aussi d'avoir un terroir, d'avoir des valeurs précises, ce qui n'empêche en aucune façon une forme d'universalisme. Donc la libre pensée compose avec tout ça notre identité personnelle, notre vision personnelle, la vision de notre terroir, et puis peut-être une vision aussi plus grande qui nous permet de voir aussi les ressemblances qu'il existe entre différentes philosophies positives et qui nous permettent aussi d'être à l'aise partout, sans être pourtant un étranger complètement détribalisé, aliéné. Et justement, la référence à l'histoire est importante pour se souvenir des erreurs qui ont été commises par l'humanité dans le passé, de façon à ce que nous ne soyons pas complices d'un système oppressif que nous serions incapables d'identifier si nous n'avions pas cette connaissance du passé. Alors, nous avons parlé du mal en tant que tel, des proies, des personnes malveillantes. Nous avons parlé de l'indépendance de l'esprit qui est nécessaire, et ça nous renvoie à la notion de mission. Et donc, venir sur Terre, un ami à moi me disait récemment que venir sur Terre est un passage, et j'ajouterais effectivement que c'est vrai, on n'est pas que de la chair en mouvement. Et il existe différentes traditions humaines qui nous laissent à penser que la vie humaine est éternelle et que la mort est juste un passage. On voit ça notamment dans le Phédon ou le Criton, je crois, de Platon. On voit ça aussi dans les traditions africaines, les nombreuses traditions africaines qui postulent que la réincarnation existe et que l'âme humaine est éternelle. Et on voit ça aussi dans le kardécisme. Donc ça voudrait dire que nous avons tous une incarnation, une mission. Et c'est à ce stade de notre présentation, il est important de citer Frantz Fanon, qui dans Les damnés de la Terre disait « Chaque génération doit, dans une relative opacité, découvrir sa mission, la remplir ou la trahir ». Donc Frantz Fanon était un psychiatre martiniquais qui a publié notamment le très célèbre livre « Peau noire, masque blanc ». Et il a publié d'autres livres comme Les damnés de la Terre. Et donc il a fait une partie de sa carrière à Blida en Algérie. Et il fut aussi l'un des porteurs de valises du FLN algérien dans sa lutte contre l'impérialisme français. Donc Frantz Fanon était un personnage à plusieurs facettes. Et dans Peau noire, masque blanc, il analysait donc l'aliénation culturelle qui était le produit du racisme colonial. Et Peau noire, masque blanc, aujourd'hui, la question du masque
et la question de la situation actuelle à laquelle fait face l'humanité, on peut dire aussi que c'est bas les masques. Certes, la question du masque est centrale pour de nombreuses raisons, mais c'est aussi bas les masques parce que le mal, on le voit vraiment de façon très spectaculaire et il faut vraiment être aveugle pour ne pas voir ce qui se trame actuellement. Donc, certains, dans la sphère spirituelle, disent que nous sommes dans l'ère de la justice. D'autres l'appellent l'ère du Verseau. Donc ce même ami avec qui je conversais récemment disait qu'il y a un travail qui se fait dans le monde spirituel où les âmes malsaines sont compactées. Donc sur un plan beaucoup plus factuel, matériel, je dirais que la victoire est possible. Le peuple, il y a un souverain bien qui s'empare de l'aspiration à la liberté du peuple, avec des élites non partisanes mais conscientes qui sont avec le peuple, malgré le privilège de l'argent. Et il y a aussi des élites qui viennent du peuple, qui malgré les discriminations sociales ou autres, sont courageuses, posent des actes concrets et deviennent parfois des figures emblématiques, sans devenir pour autant des stars corruptibles. Cela induit la convergence des luttes du fait d'une inspiration à la liberté. L'expérience de l'oppression, de toute façon, c'est une opportunité, contrairement à ce qu'on pense, pour la sensibilité aux injustices en général et pour la redécouverte de soi, après avoir été instrumentalisé par la notion aliénante du métro boulot dodo. C'est l'occasion d'un grand réveil. Donc, il y a tout lieu d'être sensible à ce qui se passe, d'être plein d'espoir et d'envisager le monde avec une puissance d'analyse qu'on n'aurait peut-être pas connue auparavant. Mais comme je le disais tout à l'heure, c'est bas les masques. Donc il est possible d'ouvrir les yeux sur le monde et de rêver à d'autres solutions et de voir la vie en s'affranchissant de toute forme d'aliénation. À bientôt.